Omer se dit qu'il n'oublierait jamais le regard que leur lança la sentinelle à l'ultime poste de garde septentrional. C'était un regard de ceux que l'on pose sur la dépouille d'un héros tombé en mission, quand la garde d'honneur tire une salve en guise de dernier hommage. Un regard empreint d'admiration et de mélancolie. Un regard d'adieu. Un regard qui n'était pas destiné aux vivants. Omer se sentait dans la peau d'un pilote qui grimpe par une échelle branlante dans le cockpit d'un avion minuscule, transformé par des techniciens japonais sanguinaires en une machine infernale incapable d'atterrir. L'étendard impérial faseillait au vent salé, alors que sur le terrain d'aviation, les mécaniciens s'affairaient, les moteurs ronronnaient en prenant vie, et un général ventripotent, aux yeux bouffis où étincelait l'envie du samouraï, plaquait ses doigts à sa visière. « T'es bien joyeux ?» lâcha d'un ton morne Ahmed au vieillard perdu dans ses pensées. À la différence d'Omer, il n'était pas pressé de découvrir ce qui se tramait à la Serpoukovskaïa. Son épouse silencieuse était restée sur le quai, sa main gauche refermée sur celle de l'aîné, et la droite calant délicatement un ballot gazouillant contre son sein. C'est comme se dresser de toute sa hauteur et se jeter dans une attaque suicide contre les mitrailleuses ennemies. Une sorte d'ardeur téméraire. Nous avons rendez-vous avec la mort, dit Omer en se lançant dans une tentative d'explication. Les attaques suicides, c'est bon pour les psychopathes dans ton genre, grommela Ahmed, en se retournant vers le point de lumière au fond du tunnel. Quelqu'un de normalement constitué ne marcherait jamais sur une mitrailleuse de son plein gré. Ces actions d'éclat ne servent à rien. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, répondit le vieil homme après un silence. Quand tu sens que ton heure approche, tu commences à cogiter. Qu'ai-je eu le temps d'accomplir? Va-t-on se souvenir de moi? Dans ton cas, je suis pas sûr. Moi, j'ai des enfants. Eux, je suis sûr qu'ils n'oublieront pas, lâcha l'autre. Puis il se tut avant de reprendre d'une voix sombre. Au moins le plus âgé. Omer, piqué au vif, voulait répliquer avec hargne, mais les dernières paroles d'Ahmed coupèrent ses élans belliqueux. C'était facile pour le vieil homme sans enfant d'aller risquer sa peau mitée par le temps, alors que son compagnon avait encore bien des années devant lui pour se soucier de l'immortalité. Ils laissèrent la dernière lampe derrière eux, une ampoule à l'intérieur d'un bocal en verre, protégé par une grille métallique et remplie de mouches et de cafards ailés grillés. Cette masse chitineuse était animée d'un mouvement à peine perceptible. Certains insectes étaient encore vivants et essayaient de ramper vers l'extérieur, tels des condamnés à mort qu'on aurait jetés dans la fosse commune, au milieu d'autres fusillés, sans leur donner le coup de grâce. Dans un réflexe involontaire, Omer s'attarda quelques fractions de seconde dans la tache vacillante et mourante de lumière jaune pâle que projetait cette lampe aux allures de tombeau. Il inspira profondément et plongea à la suite des autres dans les ténèbres opaques qui s'étendaient de la frontière de la Sébastopolskaïa aux abords de la Toulskaïa, si cette station existait encore. Tenant ses deux enfants, la femme à l'air morose qui semblait avoir fusionné avec les dalles de marbre n'était pas seule sur le quai désert. Un peu plus loin, immobile, accompagnant les éclaireurs du regard, se tenait un borgne ventripotent aux épaules de lutteur, et à un pas derrière lui, un vieil homme sec en caban militaire s'entretenant à voix basse avec l'officier d'ordonnance. « Il ne nous reste plus qu'à attendre », lâcha Istomine en jouant distraitement avec le mégot de sa cigarette entre ses lèvres, le faisant rouler d'un coin de sa bouche à l'autre. « Je te laisse attendre, et pendant ce temps je m'occupe de mes affaires, » répliqua le colonel d'un ton borné. « Mais puisque je te dis que c'était Andreï, le commandant du dernier groupe d'éclaireurs que nous avons envoyé, » dit Vladimir Ivanovitch, se concentrant sur la voix entendue dans le combiné, qui, obsédante, résonnait encore et toujours dans sa tête. « Et alors, peut-être l'ont-ils obligé à nous délivrer son message sous la torture. Les spécialistes connaissent maintes manières de procéder, » rétorqua le vieillard en arquant les sourcils. « Non, ça n'y ressemblait pas, » fit le chef de station, pensif, en secouant la tête. « Tu aurais dû entendre les intonations de sa voix.
Il se passe quelque chose d'autre là-bas. Quelque chose d'inexplicable. Charger le sabre au clair ne nous servira à rien. Et moi je te dis qu'il ne me faut pas plus de 2 secondes pour tout expliquer, assura Denis Mikhailovitch. La Toulskaya est tombée aux mains de brigands. Ils ont organisé une embuscade et les nôtres sont morts ou prisonniers. Ils ne touchent pas à l'électricité parce qu'ils en ont eux-mêmes besoin et qu'ils ne veulent pas inquiéter la Hanse. Alors que le téléphone, ils l'ont coupé. Sinon, comment expliquer que tantôt il fonctionne et tantôt non? Et sa voix, quelle voix, récitait Istomine, comme s'il n'entendait plus rien. Quoi, sa voix? Le colonel venait d'exploser, et l'ordonnance recula prudemment de quelques pas. Avec des épingles sous tes ongles, poursuivit-il, je t'assure que ta voix sonnerait encore différemment. Et avec une bonne paire de tenailles, c'est une voix de fossé qu'on peut te donner pour la vie. Tout était clair pour lui désormais. Il avait pris son parti. D'abord désarçonné par le doute, il se sentait à nouveau en selle, prêt à partir au combat le sabre au clair, quelles que soient les tergiversations d'Istomine. Lequel ne donna pas sa réponse aussitôt, pour laisser au colonel le temps d'évacuer le trop-plein. « Nous allons attendre, » dit-il enfin, la voix conciliante, mais ferme. « 2 jours, » lâcha le vieil homme, les bras croisés sur le torse. « 2 jours, » acquiesça Istomine dans un mouvement de tête. Le colonel fit demi-tour et partit comme une flèche vers la caserne. Lui n'était pas disposé à perdre de précieuses heures. Les commandants des groupes d'intervention rapide l'attendaient depuis 1 heure au quartier général, installé de part et d'autre d'une longue table en bois. Seules les chaises qui en présidaient les 2 extrémités étaient vides, la sienne et celle d'Istomine. Mais cette fois la réunion commencerait sans la haute autorité. Le chef de station ne prêta aucune attention au départ de Denis Mikhailovitch. « Amusant comme nos rôles se sont inversés, pas vrai ?» dit Istomine sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'adressait au vieil homme ou à lui-même. N'obtenant aucune réponse, il fit volte-face, tomba sur le regard confus de l'ordonnance, qu'il congédia dans un geste d'impuissance. Le colonel est méconnaissable. Lui qui refusait catégoriquement de détacher ne serait-ce qu'un seul combattant, pensait le chef de station. Le vieux renard a senti quelque chose. Mais comment savoir si son flair ne le trompe pas? Celui d'Istomine lui conseillait de se terrer, d'attendre. L'étrange appel téléphonique n'avait fait que renforcer une intuition de mauvais augure. À la Toulskaya, leur infanterie lourde devrait affronter un ennemi mystérieux et invincible. Vladimir Ivanovitch fouilla dans ses poches, trouva son briquet et frappa le silex. Tant que s'élevèrent au-dessus de sa tête des anneaux de fumée réguliers, il resta figé, les yeux rivés sur l'entrée obscure du tunnel, hypnotisé comme un rongeur devant la gueule béante d'un serpent. Sa cigarette finie, il secoua à nouveau la tête et se mit en route vers lui. L'ordonnance émergea des ombres et le suivit à une distance respectable. Un claquement sourd, et les voûtes nervurées du tunnel furent illuminées sur une 50aine de mètres. La lampe de Hunter tenait davantage du projecteur, tant par ses dimensions que par sa puissance. Omer laissa échapper un soupir discret. Durant ces dernières minutes, il ne pouvait se défaire de l'idée stupide que le brigadier ne comptait pas allumer de lampe, car il n'en éprouvait pas le besoin. Depuis qu'ils avaient quitté la station, il ressemblait de moins en moins à un être humain normal, à un être humain tout court en vérité. Ses mouvements avaient acquis une grâce et une brusquerie animales. Quant à la lampe, il l'avait sûrement allumée à la seule intention de ses compagnons, se reposant pour sa part sur d'autres sens. Le casque ôté, l'oreille tournée vers le tunnel, il écoutait souvent les bruits qui en émanaient, et parfois même renforçant les suspicions d'Omer, il s'immobilisait pour aspirer par le nez l'air vicié. Glissant silencieusement à quelques pas devant eux, il ne se retournait jamais, comme s'il avait oublié jusqu'à leur présence.
Ahmed, qui était rarement affecté au poste sud et peu habitué aux extravagances du brigadier, envoya un coup de coude interrogateur dans les côtes du vieil homme. Que se passait-il? L'autre se contenta d'un geste vague des mains, impossible d'expliquer en quelques mots. Lui était-il réellement d'une quelconque utilité? Hunter semblait se sentir bien plus sûr de lui dans ces tunnels qu'Homer, à qui il avait pourtant lui-même attribué le rôle du guide indigène. Le vieil homme, pour peu qu'on l'eût interrogé, avait beaucoup à raconter sur ces parages, tant du faux que du vrai, qui étaient bien plus terribles et extraordinaires que les plus improbables des racontards de sentinelles s'ennuyant autour d'un feu de camp. Dans sa tête, il avait sa propre carte du métro, très différente de celle d'Histomine. Homer aurait été capable de combler de ses annotations tous les espaces vierges qui s'étendaient sur le plan du chef de la station, des puits verticaux, des locaux de service encore accessibles et ceux qui avaient été préservés, toute la toile des tronçons qui permettaient la circulation entre les lignes. Sur son schéma, entre la Tchertanovskaya et la Youjnaya, les deux stations immédiatement au sud de la Sévastopolskaya, partait un embranchement qui menait à l'immense dépôt Varshavskoye, lui-même entouré de nombreuses voies sans issue. Pour Homer, dont le rapport au train confinait au sacré, ce dépôt était un domaine sombre et mystique, une sorte de cimetière des éléphants. Le vieillard pouvait en parler des heures durant, si seulement il trouvait un auditoire enclin à le croire. Homer considérait le tronçon Sévastopolskaya-Nakimovski comme difficile, tant les règles de sécurité que le simple bon sens recommandaient de rester en formation serrée, de progresser lentement, avec prudence, en examinant minutieusement les murs et le sol devant soi. Et même sur cette portion de voie où chaque passage, chaque brèche avait été muré et scellé par les détachements du génie de la Sévastopolskaya, il ne fallait en aucun cas laisser ses arrières sans surveillance. Les ténèbres déchirées par le faisceau lumineux se refermaient aussitôt derrière leur dos, l'écho des pas se morcelait en se réverbérant sur les cloisons des innombrables cuvelages, et quelque part au loin, le vent glacial, piégé dans les conduits d'aération, mugissait tristement. S'agglomérant lentement dans les fissures du plafond, de lourdes gouttes visqueuses tombaient. Peut-être était-ce seulement de l'eau, mais Homer s'efforçait de les éviter, à tout hasard. À une époque très lointaine, alors que la ville monstre vivait sa vie bouillonnante, et le métro n'était perçu par les citadins stressés que comme un système de transport sans âme, le très jeune Homer, qu'on appelait simplement Kolya, parcourait les méandres de ces tunnels armés d'une lampe torche et d'une caisse à outils. Ces chemins étaient interdits aux simples mortels. Il ne pouvait fréquenter que les quelques 150 salles de marbre récurées de fond en comble, ainsi que des wagons exigus, tapissés de publicités tape à l'œil. Soumis quotidiennement à 2 ou 3 heures de voyage dans des rames au roulis et au bourdonnement incessant, des millions d'usagers n'avaient pas conscience d'être cantonnés au 10e de ce royaume souterrain invraisemblablement vaste. Et pour qu'ils n'aient pas l'opportunité de se demander ce qu'il se cachait derrière les portes dérobées et les vantaux métalliques, ni où conduisaient les sombres embranchements latéraux des tunnels principaux et les couloirs barrés en perpétuelle maintenance, leur attention était divertie par des tableaux brillants, à en avoir la migraine, ainsi que par les slogans imbéciles et les voix insipides des annonces publicitaires qui ne laissaient pas une seconde de répit, même sur les escalators. C'était ainsi en tout cas que Kolya percevait les choses, alors que lui-même découvrait peu à peu les secrets de cette ville dans la ville. Le plan simpliste et coloré du métro, affiché dans toutes les rames, était destiné à convaincre le curieux qu'il avait devant lui un objet purement urbain. Cependant, autour de ces lignes aux couleurs joyeuses, s'enroulaient les branches invisibles des tunnels secrets, sur lesquels pendaient en lourdes grappes les bunkers de l'armée et du gouvernement, tandis que des couloirs les reliaient au réseau des catacombes creusées sous la ville à l'ère païenne.
À l'époque de la prime jeunesse de Kolya, quand son pays était trop pauvre pour rivaliser de force et d'ambition avec les autres, et quand le jour du jugement dernier semblait encore lointain, les bunkers et les abris, construits dans son attente, prenaient la poussière. Puis avec l'argent revint la morgue passée, et avec elle des individus mal intentionnés. Les portails de fonte rongés par la rouille furent ouverts dans un concert de crissements. Les réserves de vivres et de médicaments furent renouvelées. Les filtres à air et à eau remis en état. Tout cela fort à propos. Son embauche parmi le personnel du métro avait été pour lui, indigent et résidant dans une autre ville, comme une entrée dans une loge maçonnique. De misérable chômeur, il devenait membre d'une organisation puissante qui rétribuait grassement les menus services qu'il lui rendait et promettait de l'initier aux secrets occultes de ce monde. Le salaire que promettait l'affichette de l'offre d'emploi avait paru tout à fait alléchant à Kolya, d'autant que les qualifications requises des futurs garde-voies étaient dérisoires. Il lui fallut peu de temps pour commencer à comprendre, en déchiffrant les explications réticentes de ses nouveaux collègues, les raisons pour lesquelles le métropolitain appâtait ses employés à coups de rémunération élevée, augmentée de primes de pénibilité. Le problème ne résidait pas dans les cadences infernales, ni dans le renoncement volontaire à la lumière du jour. Non. Derrière la pénibilité se cachait un danger d'une toute autre nature. Sceptique par inclination, il ne prêtait pas foi aux sombres et incessantes rumeurs de diablerie dans les couloirs du métro. Cependant, un de ses amis ne revint pas d'une inspection d'un court tronçon aveugle de voie. Pour une raison obscure, personne ne partit à sa recherche. Leur chef d'équipe s'était contenté de laisser tomber ses bras en signe d'impuissance. Puis, à la suite de l'ami, tous les papiers le concernant, prouvant entre autres qu'il avait travaillé dans le métro, avaient disparu à leur tour. Un collègue de Kolya, qui de par sa jeunesse et sa naïveté refusait d'accepter cette disparition, lui avait finalement expliqué, en chuchotant et en jetant des regards alentour, que son ami avait été pris. Aussi Omer savait-il mieux que personne que de sombres événements se déroulaient dans les souterrains moscovites, bien avant que la mégalopole meure du souffle brûlant de l'Armageddon. Après la perte de son ami et la découverte des savoirs interdits, Kolya aurait pu prendre peur, fuir, renoncer à ce travail pour en trouver un autre. Mais les événements prirent une autre tournure, et avec le temps, son mariage de raison avec le métro se transforma en une relation passionnée. Une fois rassasié de ses errances pédestres dans les tunnels, il accomplit les rites initiatiques pour devenir assistant machiniste, accédant à un échelon plus stable de la hiérarchie complexe du métropolitain. Et plus il découvrait intimement cette merveille du monde non répertorié, ce labyrinthe digne de l'Antiquité, cette ville cyclopéenne tombée en déshérence, retournée sans dessus-dessous, reflet dans la terre brune de son modèle de la surface, plus son amour pour elle devenait profond. Ce Tartare bâti de main d'homme méritait les vers du véritable Homère, ou au moins la plume légère de Jonathan Swift, qui y aurait trouvé matière à récit bien plus puissant que Laputa. Mais ce fut Kolya qui devint son soupirant secret, et son chantre malhabile. Nikolai Ivanovitch Nikolaïev. Quelle ironie! Passe encore de tomber amoureux de la dame du lac, mais s'amouracher du lac lui-même. Cet amour mutuel et exclusif jusqu'à la jalousie fit perdre à Kolya sa famille, mais lui sauva la vie. Hunter se figea si soudainement qu'Omer, absorbé dans ses souvenirs, ne s'en aperçut pas et lui percuta le dos de plein fouet. Le brigadier, sans qu'un son quitte ses lèvres, repoussa sèchement le vieillard et s'immobilisa à nouveau tête baissée, son oreille mutilée tournée vers le tunnel. Comme une chauve-souris appréhendant à l'aveuglette l'espace devant elle, il écoutait des fréquences audibles de lui seul. Omer perçut autre chose. L'odeur de Nakimovski Prospect.
une odeur qu'on ne pouvait confondre avec aucune autre. Ils avaient couvert la distance rapidement. Il leur faudrait payer d'une manière ou d'une autre la facilité avec laquelle ils avaient parcouru ce tronçon. Comme s'il avait entendu ses pensées, Ahmed arracha sa kalachnikov de l'épaule et fit jouer le cran de sûreté. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » lâcha à voix basse Hunter en se retournant brusquement vers le vieillard. Omer ricana par-devers lui. Qui pouvait savoir ce que le diable avait mis sur leur route? Les vantaux ouverts de Nakimovski agissaient comme un entonnoir à la surface et attiraient les créatures les plus improbables. Mais cette station avait également ses résidents permanents, et même s'ils n'étaient pas considérés comme dangereux, le vieillard nourrissait pour eux un sentiment particulier, un mélange de peur et de dégoût. Petit, glabre, souffla le brigadier, en tentant de les décrire, et ces mots suffirent à Omer. Eux. Les mangeurs de carcasses, dit-il à voix basse. Des carnassiers? Demanda Hunter. Des charognards. Ces créatures répugnantes, ressemblant à la fois à des araignées et à des primates, ne prenaient jamais le risque d'attaquer les hommes de front, et se nourrissaient de cadavres qu'ils traînaient depuis la surface dans leur station préférée. Un grand nombre s'était installé à Nakimovski Prospect, et tous les tunnels des environs étaient imprégnés de la puanteur douce amère de la chair en décomposition. Dans la station même, l'air saturé donnait des vertiges, et nombreux étaient ceux qui s'équipaient de masques à gaz bien avant d'y arriver. Omer se rappelait parfaitement cette particularité de Nakimovski Prospect, et il sortit hâtivement son appareil respiratoire en forme de muselière pour le fixer derrière sa tête. Ahmed, qui avait dû se préparer dans l'urgence, lui jeta un regard envieux et pressa sa manche sur son visage. Les miasmes qui émanaient de la station les entouraient peu à peu, incitant au mouvement. Hunter semblait ne rien sentir. « Y a quelque chose de toxique? Des spores ?» demanda-t-il à Omer. « L'odeur !» mugit le vieil homme à travers son masque en faisant une moue. Le brigadier l'observa comme s'il cherchait à deviner s'il se moquait de lui, puis haussa ses épaules massives. « Elle est normale !» lâcha-t-il. Puis il se détourna. Il trouva une meilleure prise pour sa kalachnikov, leur fit signe de le suivre, et d'un pas léger se remit en marche. Après une cinquantaine de pas, des chuchotements indistincts vinrent s'ajouter à la puanteur. Omer essuya l'abondante transpiration qui couvrait son front, et tenta de calmer son cœur qui battait la chamade. Ils étaient tout près. Enfin le faisceau lumineux trouva quelque chose. Il arracha aux ténèbres des phares cassés au regard aveugle, tournés vers nulle part. Un pare-brise poussiéreux zébré de fissures. Du revêtement bleu qui refusait obstinément de se couvrir de rouille. Ils apercevaient le premier wagon d'un train, bouchon gigantesque à travers la gorge du tunnel. La rame avait irrémédiablement rendu l'âme depuis longtemps. Mais à chaque fois qu'il la voyait, Omer avait envie de céder à une pulsion infantile. Monter dans la cabine dévastée du conducteur, caresser les commandes du tableau de bord, et, les yeux fermés, s'imaginer une fois encore parcourant les tunnels à toute vitesse, traînant derrière lui une guirlande de wagons illuminés, remplis de voyageurs qui lisaient, somnolaient, fixaient les affiches publicitaires ou discutaient par-dessus le brouhaha des moteurs. En cas d'alerte nucléaire, rendez-vous à la station la plus proche. Stoppez la rame et ouvrez les portes. Coopérez avec les forces de protection civile et l'armée lors de l'évacuation des blessés et le scellement hermétique des stations du métropolitain. Les instructions concernant la conduite à tenir pour les conducteurs le jour du jugement dernier étaient claires et simples. Et partout où cela avait été possible, elles avaient été appliquées. La plupart des rames, figées le long des quais des stations, étaient tombées dans un sommeil léthargique, et peu à peu avaient été démantelées par les habitants du métro, qui, au lieu des quelques semaines promises, devaient demeurer dans cet abri pour l'éternité.
En quelques endroits, on avait conservé les rames en l'état, en les aménageant même en lieu d'habitation. Mais Homère, qui les avait toujours considérées comme porteuses d'une forme d'âme, trouvait ce comportement sacrilège. Cela revenait à empailler un chat bien-aimé. Enfin, dans les stations où il était impossible d'habiter, à l'instar de Nakimovsky Prospect, elles avaient été victimes du temps et du vandalisme, mais conservé leur intégrité. Homère n'arrivait pas à arracher son regard du wagon, alors que dans ses oreilles, recouvrant le bruit et les chuchotements qui parvenaient de la station en crescendo, résonnait fantomatique la sirène d'alerte et un son grave formant un signal jamais entendu jusqu'à ce fameux jour. Un long, deux courts. Alerte nucléaire. Un long crissement de frein et une annonce désemparée qui résonne dans les wagons. Chers passagers, en raison d'un problème technique, le train restera à quai dans cette station. Ni le conducteur de la rame, ni Homère qui le seconde, ne sont encore capables de comprendre la pleine mesure de la tragédie qui se dissimule derrière ces mots. Le grincement tendu des vantaux hermétiques séparant à tout jamais le monde des vivants de celui des morts. Les ordres étaient de sceller définitivement les portails 6 minutes après la première alerte, sans se préoccuper du nombre de personnes qui resteraient de l'autre côté, du côté de la mort. Et ceux qui chercheraient à empêcher la fermeture des vantaux devaient être abattus. Est-ce que le sergent qui d'ordinaire gardait la station des ivrognes et des sans-abri serait capable de tirer une balle dans le ventre d'un homme qui essaierait de retenir l'énorme machinerie métallique pour que son épouse dont le talon s'était cassé puisse rejoindre l'abri? Est-ce que la matrone au képi qui surveillait les tourniquets et dont les 2 talents, après 30 ans d'ancienneté, se résumaient à refouler le quidam sans billet et à siffler, aurait le cœur de barrer la route à un vieillard essoufflé, arborant une barrette de décoration élimée? Les ordres ne laissent que 6 minutes à l'homme pour devenir une machine, ou un monstre. Les hurlements de femmes, les cris indignés des hommes, les sanglots des enfants, des claquements, tirs de pistolet, et le tonnerre des rafales des kalachnikovs. Tous les haut-parleurs crachaient des messages d'appel au calme, lus d'une voix monocorde, métallique. Des messages enregistrés, car aucun être humain conscient du drame qui se jouait n'aurait eu la maîtrise suffisante de lui-même pour parler ainsi, avec un tel détachement. Ne cédez pas à la panique. Des larmes, des prières, des tirs à nouveau. Exactement 6 minutes après le déclenchement de l'alerte, 1 minute après l'Armageddon, le glas retentissant des vantaux cognant l'un contre l'autre, le claquement des verrous, le silence, comme dans une crypte. Ils durent se glisser contre le mur pour contourner le wagon. Le conducteur avait activé le frein trop tard. Peut-être avait-il été distrait par ce qui se déroulait alors sur le quai. Ils montèrent une volée de marche de l'escalier métallique. Quelques instants plus tard, ils se tenaient dans l'étonnante salle de la station, aux proportions démesurées. Nulle colonne ici, seulement une voûte semi-circulaire, percée de niches ovoïdes pour l'éclairage. Cette voûte immense embrassait le quai central ainsi que les voies, occupées par des rames qui le bordaient de part et d'autre. Une construction d'une incroyable élégance, simple, aérienne, épurée. À condition de ne pas baisser les yeux, de ne pas regarder à ses pieds ni devant soi, de s'empêcher de voir ce que la station était devenue. Ce cimetière grotesque où il était impossible de trouver le repos, ces horribles étals de boucherie où s'entassaient des squelettes rongés et la chair pourrissante arrachée à quelques torses. Des créatures infâmes rapportaient avidement en ces lieux tout ce qui leur tombait sous la main, dans les limites de leur vaste domaine, toujours plus qu'elles ne pouvaient bâfrer, constituant des réserves. Ces réserves moisissaient et se décomposaient. Néanmoins, on les accroissait. On les accroissait sans répit. En dépit des lois naturelles,
les amas de viande morte bougeaient, donnant l'impression de respirer. Venant de toutes les directions, on entendait des grattements. Le faisceau de lumière s'arrêta sur une de ces silhouettes fantastiques. Des extrémités longues et fines, une peau grise, glabre, pendant en plis flasques, le dos vrillé. Ses yeux troubles clignèrent, comme ensommeillés. Les grandes oreilles bougèrent, animées d'une vie propre. La créature poussa un cri sifflant, et sans hâte, battit en retraite en marchant sur ses 4 membres vers les portes ouvertes d'un wagon. D'autres charognards quittèrent tout aussi paresseusement leur tas de viande, gratifiant les voyageurs de sifflements et de gémissements de mécontentement, leur montrant les dents. Dressés de toute leur hauteur, ils cédaient plusieurs têtes à Omer, pourtant pas très grand, qui savait très bien que ces êtres couards n'attaquaient jamais un homme fort et valide. Mais la peur irrationnelle qu'il éprouvait devant les monstres était alimentée par ses cauchemars. Lui, affaibli, abandonné, était allongé seul dans une station abandonnée, alors que les bêtes se rapprochaient de plus en plus. À l'instar des requins qui perçoivent l'odeur d'une goutte de sang, ces créatures sentaient une mort prochaine et se hâtaient d'en être les témoins. Des peurs de vieillard, se disait Omer avec mépris, qui en son temps avait lu beaucoup de manuels de psychologie appliquée. Si seulement cela pouvait l'aider. Les créatures ne craignaient pas l'homme, mais à la Sévastopolskaïa, il aurait été considéré comme criminel de gaspiller des munitions contre des charognards, apparemment inoffensifs quoique repoussants. Les hommes des convois qui passaient devant la station essayaient de ne pas leur prêter attention, même si par moments la tentation était grande de répondre à leurs provocations. Dans cette station, ils pullulaient. À mesure que le trio progressait dans un bruit de craquement, écrasant sous les bottes de petits os éparpillés, de nouvelles créatures abandonnaient à regret leur festin pour s'abriter un peu plus loin. Elles avaient élu domicile dans les rames, et à cause de cela, la haine qu'éprouvait Omer à leur égard croissait encore. Les portails hermétiques de Nakimovski Prospect étaient ouverts. On estimait qu'une traversée rapide de la station ne présentait pas de danger pour la santé, tant l'exposition aux radiations était de courte durée. Cependant, il était strictement interdit de s'y arrêter. C'était pour cette raison que les 2 rames étaient relativement bien conservées. Les vitres étaient intactes. À travers les ouvertures des portes, on apercevait les banquettes maculées, et la peinture bleue des structures métalliques ne s'écaillait pas. Au centre de la salle se dressait un véritable tumulus, constitué de squelettes enchevêtrés de créatures inconnues. Arrivé à sa hauteur, Hunter s'immobilisa soudain. Ahmed et Omer échangèrent un regard alarmé, et cherchèrent des yeux la source du danger. Mais la raison de leur halte était tout autre. Au pied de ce monticule d'ossements, 2 charognards, avec force succion, gargouillis et autres bruits de bouche, se partageaient les restes d'un chien. Ceux-là n'avaient pas eu le temps de se cacher, trop absorbés par leur festin pour percevoir les signaux de leurs congénères ou impuissants à vaincre leur avidité. Les yeux plissés sous le faisceau de lumière vive, ils amorcèrent une lente retraite vers le wagon le plus proche, sans cesser leur mastication. Soudain, ils culbutèrent à la renverse l'un après l'autre pour s'écraser avec le bruit sourd de sacs de viande. Omer, étonné, regardait Hunter ranger un lourd pistolet militaire au canon rallongé d'un silencieux dans un holster sous son aisselle. Comme d'habitude, le visage du brigadier demeurait impénétrable, comme mort. Il devait avoir très faim sans doute, marmonna dans sa barbe Ahmed en étudiant, l'air dégoûté, les flaques sombres qui se répandaient autour des crânes décérébrés. « Moi aussi », lâcha soudain le brigadier. Et Omer tressaillit. Sans se retourner, Hunter se remit en marche, et le vieillard crut entendre à nouveau des gargouillis avides qui s'étaient tus un moment. Qu'il était difficile de surmonter la tentation de lâcher une rafale sur ces saletés.
Homer devait se convaincre, se calmer pour en fin de compte l'emporter sur lui-même, se prouver qu'il était un homme mature, capable de dompter ses peurs, de leur interdire de le pousser à la folie. Hunter, quant à lui, ne semblait pas enclin à réfréner ses pulsions. Mais quelles étaient-elles exactement? La mort silencieuse de 2 membres de la meute fit l'effet d'un coup de fouet aux autres mangeurs de cadavres, tant les plus courageux que les plus paresseux d'entre eux décampèrent du quai, leurs râles et gênements à peine audibles. Ils s'entassèrent dans les 2 rames, se collant aux vitres et s'agglutinant aux portes des wagons, et tout devint silencieux. Ils ne montraient aucune haine, aucune velléité de vengeance, aucun désir de répondre à l'agression qu'ils venaient d'essuyer. Ils n'attendaient sans doute que le départ du détachement pour se jeter sur les cadavres de leurs congénères et les dévorer. L'agressivité appartenait aux chasseurs, se disait Homer. Elle n'était pas l'apanage de ceux qui se nourrissaient de charognes et n'éprouvaient pas la nécessité de tuer. Tout ce qui est vivant meurt naturellement un jour ou l'autre. Tout, par la force des choses, était condamné à devenir leur pitance. Ce n'était qu'une question de temps et de patience. À la lumière de la lampe, derrière les vitres sales, on apercevait des gueules abominables, des corps tordus, des mains griffues qui palpaient avec inquiétude l'intérieur de cet aquarium du diable. Dans un silence absolu, des centaines de pères d'yeux ternes suivaient sans relâche la progression du détachement. Les têtes des créatures se tournaient avec un synchronisme étonnant, l'accompagnant de leurs longs regards attentifs. C'est ainsi qu'auraient regardé les visiteurs d'un muséum d'histoire naturelle quelques monstres conservés dans le formol, si on ne lui avait pas préalablement cousu les paupières. Malgré l'approche de l'heure où il devrait payer pour son incroyance, Homer n'avait jamais pu s'obliger à croire en Dieu ni au diable. Cela dit, si le purgatoire existait, il prendrait pour le vieillard exactement cette configuration. Sisyphe était condamné à combattre la gravité, Tantale à ne jamais étancher sa soif. À la station de sa mort, c'est une tunique froissée de conducteur de rame qui attendrait Homer, ainsi qu'un monstrueux train fantôme rempli de ses repoussants passagers gargouilles. Une moquerie des dieux vengeurs. Une fois que la rame aurait quitté la station, le tunnel, comme le racontait une des plus anciennes légendes du métro, se refermerait sur lui-même en un ruban de Mobius, un dragon dévorant sa propre queue. La station et ses habitants n'intéressaient plus Hunter. Le groupe parcourut le reste de la salle au pas de course. Ahmed et Homer peinaient à suivre le rythme soudainement rapide du brigadier. Le vieil homme était tenté de se retourner, de crier, de tirer, effrayer cette maudite engeance, chasser les sombres pensées. Mais il se contentait de trottiner la tête baissée, concentré, pour ne pas marcher sur les restes pourrissants de quelqu'un. Ahmed lui aussi avait baissé la tête, absorbé dans ses propres pensées. Et dans cette fuite aveugle de Nakimovsky Prospect, personne ne songeait à observer les alentours. La tache de lumière de la lampe de Hunter volait avec agitation d'un côté à l'autre, comme suivant un gymnaste invisible sous le chapiteau de ce cirque malsain, et même le brigadier ne prêtait aucune attention à ce que le faisceau tirait des ténèbres. Dans ce ray de lumière, des os fraîchement rongés et un crâne non encore nettoyé brillèrent l'espace d'un instant, avant de retourner à l'obscurité sans que nul ne les vît. Des os humains, assurément. À côté gisaient coquilles inutiles, un casque d'acier et un gilet pare-balles. Sur la visière du casque abîmé, on lisait une inscription à la peinture blanche. Sévastopolskaïa.